Je suis Stéphanie Escoffier, je suis directrice de recherche au CPPM, qui est le Centre de physique des particules de Marseille, et je travaille sur le problème de l'énergie noire et de la matière noire. Et je suis particulièrement impliquée sur le satellite Euclide qui sera lancé en 2022. Je suis Jérémy Neveu, maître de conférence au laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay, et je travaille à la construction du télescope LSST, qui aura aussi pour objectif de questionner la nature de la matière noire et de l'énergie noire, et qui devrait voir ses premières étoiles aux alentours de 2022. Les deux projets Euclide et LSST ont pour objectif commun de questionner la nature de l'énergie noire et de la matière noire, qui représentent 95% du contenu de l'univers. Donc ces deux projets vont nous permettre de révolutionner notre vision de l'univers en cartographiant des milliards d'objets sur de très larges champs et sur de très grandes distances. Et à titre d'illustration, Euclide et LSST vont permettre d'observer l'univers sur à peu près la moitié du ciel, c'est-à-dire la totalité du ciel observable pour la cosmologie extragalactique. Alors en astronomie et en cosmologie, on obtient des photos à 2 dimensions du ciel et on a besoin de remonter à la 3e dimension, de mesurer la distance des objets que l'on a photographiés. Alors il faut se débrouiller, sauf qu'on est un petit peu aidé par la physique, en partie en cosmologie, on sait que l'expansion de l'univers fait que lorsque un objet est lointain, sa lumière est décalée vers le rouge. Plus un objet est lointain, plus son spectre, donc l'intensité de la lumière en fonction de la couleur, est décalée vers les couleurs rouges. Donc, pour remonter à la 3e dimension, si on est capable d'avoir les couleurs des objets, des galaxies, ou voire même son spectre, alors on est capable de mesurer leur distance. Ces deux projets sont des très grosses collaborations de physiciens et d'astronomes, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. LSST en particulier, c'est un projet essentiellement financé par les États-Unis. C'est un télescope qui sera construit sur une montagne au Chili, à 2100 mètres d'altitude, dans le désert de l'Atacama, et qui devrait observer des galaxies jusqu'à 3 milliards d'années-lumière environ. Euclide, on est sur une mission spatiale. Donc Euclide sera lancé à partir d'un lanceur Soyouz de la base de Kourou. Il sera mis en orbite sur le point de Lagrange L2. Ce point de Lagrange est idéal pour l'observation du cosmos. L'avantage de se mettre dans l'espace, c'est de pouvoir s'affranchir de l'absorption de l'infrarouge par l'atmosphère et donc de pouvoir observer des objets beaucoup plus lointains que si on est situé sur Terre. Et donc, idéalement, Euclide permettra d'observer des objets situés entre 7 et 10 milliards d'années-lumière de la Terre, éloignés de la Terre. Jérémy, est-ce que tu pourrais nous présenter plus en détail LSST ? Oui, alors déjà, LSST, ça veut dire Large Synoptic Survey Telescope. C'est un télescope de 8,4 mètres de diamètre, donc un grand télescope, mais on fait déjà des télescopes aussi grands. La particularité, ça va être sa formule optique qui est très compacte et qui va permettre non pas de scruter un objet particulier et ses détails, mais de photographier en une seule prise un champ dans le ciel grand comme 40 fois la pleine lune. Alors évidemment, il ne faut pas qu'une formule optique, il faut aussi une caméra. Et donc on est en train de construire une caméra de 3,2 milliards de pixels, un détecteur qui fait 60 cm de diamètre, plein de pixels de 10 microns de taille. Et donc ce sera le plus grand appareil photographique du monde quand il fonctionnera. Comme Euclide sera embarqué sur une fusée Soyouz, quelle taille du miroir avez-vous pu mettre dans le satellite ? Euclide est une mission spatiale, donc avec des contraintes d'encombrement et de poids qui font que le miroir primaire ne mesure que 1,2 mètre de diamètre. En contrepartie, on a 2 instruments qui sont embarqués à bord du satellite, qui sont un photomètre, enfin un imageur dans le visible qui s'appelle le VIS, et un spectrophotomètre dans l'infrarouge qui s'appelle le NISP. Le gros avantage du NISP, c'est que c'est un spectromètre sans fente qui permet d'observer tous les spectres de tous les objets dans le champ de vue, et donc qui fonctionne avec des grismes qui sont comme des prismes qui permettent de diffuser la lumière et qui permettent d'observer les spectres. Vous pensez avoir quelle précision sur la mesure des distances avec un spectrophotomètre ? La précision de mesure sur la distance est de l'ordre du millième avec le NISP. Et j'ai aussi oublié de préciser que, étant donné que le miroir ne mesure que 1,2 mètre, le champ de vue ne correspond qu'à une pleine lune complète, contrairement aux 40 pleines lunes du champ de vue de LSST. Mais en contrepartie, on a ces 2 instruments. Comment faites-vous pour mesurer les distances en 3 dimensions sans spectromètre ? Effectivement, sur LSST, on ne peut pas mettre un spectrophotomètre comme sur Euclide. Néanmoins, devant la caméra, on a un système de changeur de filtres. Donc on va pouvoir glisser devant la caméra 6 filtres colorés pour mesurer 6 couleurs des galaxies au lieu de mesurer leur spectre complet. C'est comme si on avait un spectre avec seulement 6 points. Et en regardant la balance de ces différentes couleurs, on pense pouvoir déterminer la distance des galaxies au pourcent à peu près. Par contre, LSST, avec sa très grande caméra, va être capable de photographier tout le ciel de l'hémisphère sud en seulement 4 jours, et ça pendant 10 ans.
Donc on devrait pouvoir regarder le même objet environ 800 fois pendant 10 années. Donc on devrait voir à peu près tout ce qui bouge, tout ce qui clignote dans le ciel, en particulier les explosions de supernovas, les astéroïdes, etc. etc. Mais du coup, Euclide, comme c'est un télescope dans l'espace, est-ce que vous allez pouvoir le manipuler à souhait pour pointer différents objets dans le ciel à différents moments? Non, la stratégie d'observation du satellite Euclide est de faire uniquement un pointé à la fois, et donc on va observer le ciel par pointés successifs, avec des pauses de l'ordre de 2400 secondes pour permettre de mesurer des spectres convenablement. Et à la fin, au total, on aura une couverture du ciel équivalente à celle des LSST, mais pas avec une réobservation des champs de vue. Et vous espérez avoir combien de spectres? Euclide permettra d'observer des milliards d'objets, enfin quelques milliards d'objets, moins que LSST, parce qu'on n'a pas la même profondeur. Mais ça nous permettra quand même d'étudier la forme des galaxies et leur évolution. Et puis en spectroscopie, on aura à peu près 50 millions de galaxies, 50 millions d'objets, ce qui représente 25 fois plus que tous les sondages actuels comme SDSS en spectroscopie. Maintenant qu'on a présenté nos instruments, on pourrait peut-être décrire un peu plus en détail comment sortir les informations cosmologiques de nos images. Alors la méthode phare mise en avant par les collaborations LSST et Euclide pour cartographier la présence de la matière noire dans l'univers, c'est la méthode de mesure par l'anti-âge gravitationnel. Alors, je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne cette mesure. Imaginons dans un premier temps que je vous mette au défi de repérer la présence d'un verre à eau, un verre à pied mais vide, posé sur une nappe blanche, et que je vous contraigne à rester assis sur une chaise, mais que je vous donne un appareil photo. Si la nappe est parfaitement blanche, il n'y a aucune chance que vous puissiez repérer le verre transparent posé sur la table. Maintenant, si je mets à votre disposition une nappe avec des poids parfaitement ronds, là, à partir d'une photographie, vous allez pouvoir détecter la présence du verre posé sur la table. Pourquoi? Parce que la lumière qui vient des poids situés en arrière-plan derrière le verre va être déviée par la présence du verre. L'image des poids va être déformée. Et si je vous donne des bouquins de physique et d'optique, en faisant pas mal de calculs, vous allez pouvoir même déterminer la forme du verre à partir des déformations des poids. Maintenant, revenons à la cosmologie. Pareil, nous sommes cloués sur Terre, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller voir la matière noire sous toutes ses coutures. Par contre, on possède le plus grand appareil photographique du monde. La matière noire, elle est noire, mais elle est aussi parfaitement transparente. Si de la matière noire se trouve entre nous et des galaxies, alors comme elle est pesante, elle peut aussi dévier la lumière qui provient de ces galaxies. Et comme les galaxies sont en moyenne parfaitement rondes, si dans une portion du ciel on détecte que les galaxies sont en moyenne déformées, qu'elles ne sont pas très rondes, alors on va pouvoir en déduire qu'entre nous et elles, il y avait de la matière noire. Et pareil, en faisant pas mal de calculs, on va être capable de cartographier la présence de cette matière noire dans l'univers. Alors il faut voir que la mesure par l'anti-âge gravitationnel, c'est un effet très très fin à détecter dans le ciel, c'est très difficile. Ça va vraiment être le vrai challenge des collaborations LSST et Euclide. Mais il n'y a pas que cette méthode pour cartographier la présence de la matière noire dans l'univers, il y en a aussi d'autres. Stéphanie, tu peux nous en présenter une autre? Oui, effectivement, la distribution des galaxies dans l'univers va nous donner des renseignements précieux sur l'évolution de l'univers et sur la distribution de matière noire. Donc, revenons juste un instant à l'époque de la recombinaison, 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque-là, l'univers commence à refroidir et les électrons commencent à s'accrocher au noyau pour former des atomes. Et à ce moment-là, l'univers devient transparent aux photons, c'est-à-dire que les photons traversent paisiblement l'univers. Et du coup, ça nous permet d'avoir aujourd'hui une image de cet univers figé 380 000 ans après le Big Bang. Donc c'est l'observation du rayonnement fossile observé par Planck. Et cette cartographie du rayonnement fossile nous indique des régions de surdensité de matière et de sous-densité de matière. Et dans le modèle standard de la cosmologie, on suppose que les régions de surdensité de matière ont donné naissance aux galaxies. Et donc, en cartographiant la distribution de galaxies à différentes époques de l'univers, ça va nous permettre de contraindre et de comprendre la distribution de la matière lumineuse, les galaxies, et la distribution de matière noire qui est sous-jacente à la distribution de galaxies. Donc on sait aujourd'hui que l'univers, il est homogène et isotrope à grande échelle, mais en fait à petite échelle, on s'aperçoit que les galaxies sont distribuées sur ces filaments de matière noire, et donc dessinent elles-mêmes des filaments de matière.
Et ces filaments vont aussi faire des murs, et on a aussi des régions qui vont être délimitées par ces filaments et ces murs, qu'on va appeler des vides cosmiques, qui vont être des régions très sous-denses en matière, et qu'on peut, si on revient à l'époque de la recombinaison, qu'on peut apparenter aux régions de sous-densité de matière dans le rayonnement fossile. Donc la distribution de galaxies va nous donner des renseignements sur la distribution de matière noire dans l'univers, et également sur l'énergie noire. On a d'autres techniques en plus de la distribution des galaxies et du lentillage gravitationnel pour traquer la matière noire. Et chaque instrument, au-delà en plus de ces différentes techniques, pourra combiner les différentes techniques entre elles pour aller encore plus loin. Et on pourra même à terme, c'est l'objectif, de combiner les données des différents instruments, des différentes missions, les SST et Euclide, pour comprendre encore mieux cette matière noire. Oui, il faut bien comprendre quelque chose de fondamental, c'est que contrairement aux expériences de détection directe qui vont chercher à voir le passage d'une particule de matière noire, pour nous, la matière noire, elle existe, elle est dans le ciel, et on va chercher à cartographier sa présence. Et par la carte que Euclide et l'SST va pouvoir produire de cette répartition dans l'univers, on va pouvoir en déduire ses propriétés alors qu'on ne sait pas ce que c'est. D'autre part, Euclide comme LSST vont pouvoir s'intéresser aussi à la nature de l'énergie noire ou mettre en évidence une déviation par rapport à la relativité générale. On pourrait même imaginer que matière noire et énergie noire ne soient qu'une et même facette d'une théorie gravitationnelle encore plus globale. Et qui sait ? Qui sait, oui. Alors, rendez-vous en 2025 pour les premiers résultats ? Oui, rendez-vous en 2025.